Bonjour à tous, donc bienvenue dans ce webinaire de Jamf, réussir avec le travail à distance, un sujet bien entendu d'actualité. L'idée de ce webinaire, c'est de fournir aux employés à distance, en télétravail, les bons outils, l'accès et la confiance. Je suis Mathieu Castel, je suis Systems Engineer en France et je travaille actuellement à distance chez Jamf. Et aujourd'hui, nous allons parler donc d'un sujet tout particulièrement d'actualité, à savoir l'adaptation au changement. Comme beaucoup d'entre vous, sûrement, je suis actuellement en télétravail. Je suis actuellement situé à Paris. Mais les 1200 employés de Jamf sont également en télétravail. Cette transition, ça a été une transition importante pour nous et elle s'est faite sous 24 heures grâce à notre infrastructure informatique. Mais bien entendu, le travail à distance, autant chez nous que peut-être chez vous, n'est pas une nouveauté. Le rythme de travail a considérablement changé au cours de ces dernières décennies. Traditionnellement, notre travail était autour du bureau, centré autour de cet endroit où on se réunit, le bureau. Et le bureau, c'était un lieu central, en fait. C'est un lieu central de ressources telles que, par exemple, le téléphone, les télécopieurs, bien entendu, nos bureaux et nos ordinateurs, des salles de conférence où on peut se réunir, les fichiers et les données, y compris des serveurs, mais ça peut aussi être dans des armoires, avec des classeurs et bien entendu, une chose très importante, nos collègues et les autres services et même nos maisons. Parfois, on pouvait emménager, choisir notre lieu d'habitation en fonction de la distance que l'on a avec le bureau et c'est toujours valable, hein, bien entendu. Mais aujourd'hui, les choses ont changé. Nos réseaux téléphoniques, nos réseaux LAN sont remplacés par des téléphones portables, pourront prendre un appel partout dans le monde avec les nouveaux opérateurs mobiles. Nous utilisons des emails, des courriers électroniques pour pouvoir envoyer et recevoir des messages et documents. Nous n'allons plus chercher forcément des documents sur un ordinateur, ils sont accessibles à tout moment. Nos bureaux peuvent aussi très bien être un canapé ou un café, une table de cuisine ou même une chaise sur un patio extérieur pour ceux qui sont chanceux. Les outils de réunion en ligne nous permettent, tels que voilà Zoom, Slack ou d'autres, nous permettent toujours de nous rencontrer en face à face en utilisant des webcams, des microphones, des haut-parleurs intégrés à nos téléphones, nos tablettes et nos ordinateurs. Et toutes nos données sont bien entendu stockées sur des serveurs et beaucoup de ces serveurs sont dans le nuage, accessibles 24 heures sur 24. La plupart des services offrant un temps de fonctionnement de 99,9%, des sauvegardes et une surveillance des mesures correctives 24 heures sur 24. Nous communiquons également largement avec nos collègues par le biais de chats sans qu'il soit nécessaire d'interrompre nos projets ou quitter nos bureaux. Bon, tout cela, tous ces progrès technologiques nous ont permis de modifier nos habitudes de travail, de sorte que notre travail ne dépend plus de notre présence au bureau et désormais nous pouvons travailler efficacement de n'importe où dans le monde et notamment à la maison. Alors pour mettre en place une assistance à distance pour vos utilisateurs finaux, on va se baser sur 3 choses importantes. Tout d'abord, les outils. Nous devons équiper de dispositifs qui servent à des fins multiples, un ordinateur portable, un smartphone, c'est par exemple un bon début. Et ensuite, on doit leur fournir les logiciels et les paramètres adéquats. Nous devons ensuite leur donner accès aux données et aux services pour qu'ils puissent faire leur travail. Ça pourrait signifier l'ouverture de votre réseau, par exemple, pour leur permettre de se connecter depuis chez eux ou le stockage sécurisé de vos données avec un service sur Internet. Et puis, bien entendu, nous devons veiller à ce que les bonnes personnes et les bonnes machines puissent accéder aux bonnes ressources. Ça ne signifie pas que nous devons abaisser nos normes de sécurité, mais ça peut signifier que nous devons repenser nos normes de sécurité et les respecter d'une nouvelle manière. Donc, outils, accès et confiance. Voilà l'agenda pour aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts à assister vos employés à distance? Une fois qu'un MacBook, un iPhone ou un iPad quitte le réseau de votre bureau, il peut se trouver à plusieurs kilomètres dans un pays complètement différent. Alors, est-ce que vous disposez de la bonne infrastructure pour pouvoir gérer cet appareil et prendre en charge votre utilisateur final de n'importe où dans le monde? Nous examinerons lors de ce webinaire l'évaluation de votre infrastructure à cet effet. Comment est-ce que vous allez vous assurer que les données de ces appareils restent en sécurité en cas de perte ou de vol?
comment s'assurer que la bonne personne utilise l'appareil. Nous aussi discuterons des outils qui peuvent faire cela pour vous. Comment aidons-nous les employés à collaborer entre eux? La gestion et la sécurité contribuent largement à la protection des informations confidentielles de votre entreprise, mais nos utilisateurs finaux doivent pouvoir travailler ensemble comme s'ils se trouvaient dans le même bureau. Et enfin, beaucoup d'entre vous sont aujourd'hui ici parce qu'ils n'ont peut-être jamais envisagé ou planifié les événements qui se déroulent actuellement dans le monde entier. La possibilité pour quiconque de rester à la maison, de s'auto-séquestrer et de travailler à domicile à cause du virus Covid-19, du coronavirus, permettra à de nombreuses entreprises de continuer à fonctionner. Nous avons un rôle, nous, très important à jouer en tant que professionnels de l'informatique pour que ça puisse se produire. Donc, comment pouvons-nous désormais soutenir les entreprises comme si elles étaient dans un business as usual, un business inhabituel. Nous aurons également des ressources, bien entendu, que nous pourrons vous partager pour tout cela. Avant de commencer, donc pour ceux qui sont nouveaux, qui viennent de découvrir ce qu'est Jamf, voici un bref résumé de ce que nous faisons. D'abord, Jamf, nous aidons les entreprises à réussir avec Apple. C'est notre credo. Et pour cela, nous avons un portfolio de produits, portefeuille de solutions d'entreprise qui sont prêtes à vous aider à relever des défis qu'on a vus, des défis d'authentification, avec Jamf Connect, de la gestion des périphériques avec nos solutions de MDM, Jamf Now, Jamf Pro, Jamf School, et la protection des endpoints dans l'écosystème Apple avec une nouvelle solution que nous venons de lancer sur le marché qui s'appelle Jamf Protect. Le tout est soutenu par notre communauté Jamf Nation, qui est la plus grande communauté d'administrateurs Apple au monde, avec plus de 100 000 de collègues administrateurs Apple sur site qui sont prêts à vous connecter, à apprendre, à vous aider à apprendre et à vous développer dans l'usage de nos solutions et des solutions Apple. Aujourd'hui, plus de 15 000 clients, pas plus de 15 000, plus de 35 000 clients de Jamf gèrent plus de 15 millions d'appareils dans le monde et nous avons la plupart des grandes entreprises technologiques qui nous font confiance, mais également plus de la moitié des entreprises françaises du CAC 40 qui utilisent nos solutions pour gérer leurs appareils Apple. Une grande partie des 14 000 écoles dans le monde utilisent également nos solutions, donc plus de 14 000 écoles utilisent Jamf Pro, et on a également les grandes marques mondiales, les grandes agences mondiales qui utilisent nos solutions. Il y a récemment, avant de commencer, nous comprenons que grand nombre d'entre vous sont actuellement confrontés à des solutions difficiles et nous souhaitons rendre nos produits et services plus accessibles en cas de besoin. Donc, nous sommes à vos côtés et vous pouvez vous rendre à l'adresse qui est indiquée ici. Parce que Jamf autorise désormais un nombre illimité d'appareils personnels sans frais supplémentaires. On dispense des exigences en matière de services d'onboarding, ce qu'on appelle les jumpstarts, et nous offrons des services gratuits pour vous permettre à mettre en œuvre des programmes de travail à domicile, de l'école à domicile ou même des soins de l'hôpital à domicile. On met à disposition des cours de formation à distance gratuits pour mettre en œuvre des programmes à domicile. On a également une utilisation gratuite de Jamf School qui est offerte et l'exemption de frais de licence pour tous les usages de télémédecine et également les familles des patients. Tout cela s'adresse aussi bien aux clients existants qu'aux nouveaux clients. Bon, passons en revue, on revient sur le sujet, passons en revue certaines des bases. Vous vous trouvez peut-être dans une situation où vous devez reconnecter des appareils qui ont quitté votre réseau, qui sont sortis des murs de l'entreprise ou de votre organisation. Alors, quels sont les exemples d'environnement Jamf Pro? Le plus courant pour mettre en place et en œuvre Jamf Pro, c'est un environnement cloud ou un modèle SaaS où tout est hébergé en dehors du réseau de l'entreprise. On peut aussi s'orienter sur une solution on-premise, sur site, comme un serveur unique qui peut se trouver derrière un pare-feu, ou même plusieurs serveurs dans un cluster qui sont dans une zone démilitarisée, une DMZ, ou un environnement hybride dans lequel le serveur de gestion Jamf Pro est installé sur site avec un point de distribution qui, lui, par contre, se situe dans le cloud. Vous pouvez même également utiliser un serveur interne uniquement Jamf qui est dans vos murs et sur lequel vous pouvez accéder à ce serveur via un VPN. Donc on va voir les différents scénarios. Voici le premier scénario.
Je suis à gauche, je vois à domicile le domicile d'un utilisateur final, et avec lui, il a un iPhone et un MacBook Pro. À droite, on a le Jamf Cloud, notre service Jamf Pro hébergé. Et si vous utilisez déjà Jamf Cloud, vous n'avez rien à faire. Vos appareils peuvent atteindre le serveur de gestion Jamf Pro et vous avez la possibilité de déployer des paquets, des paramètres, des livres électroniques, tout cela partout dans le monde. Il en va de même pour les clients qui ont choisi d'installer leur propre instance Jamf Pro dans un service en nuage comme Amazon par exemple ou Rackspace. Et du coup, qu'est-ce qui se passe si du coup vous hébergez votre propre serveur Jamf Pro dans vos locaux? En général, un pare-feu protège votre réseau contre les intrusions sur Internet. Donc, comment bien passer ce pare-feu? On va percer un trou dans votre pare-feu pour permettre à vos appareils d'atteindre votre serveur Jamf Pro et vos appareils initient la connexion à votre serveur par celui-ci et celui-ci répondra par le même port, à savoir le port 8443. Mais qu'en est-il des paquets d'installation pour vos e-books? S'ils ne viennent pas de votre serveur Jamf Pro, ils peuvent très bien revenir d'un serveur de fichiers, d'un point de distribution, de partage de fichiers. Ça signifie que du coup, vous allez devoir faire un autre trou dans votre pare-feu. Et comme vous partagez ces fichiers sur Internet, vous devez probablement activer les services web sur ce serveur et partager les paquets sur le port 443 ou 80. Et encore une fois, il répondra sur le même port et ainsi vous pourrez recevoir des paquets ou des fichiers, des e-books, des PDF, peu importe. Cependant, du coup, les équipes réseau n'approuveront peut-être pas que vous vouliez simplement percer leur pare-feu. Donc, dans ce cas-là, ce qu'ils voudront, vos équipes réseau, vos équipes sécurité, c'est mettre en place, installer un second pare-feu qui est quelque chose qu'on appelle une DMZ, une zone démilitarisée. Il s'agit d'une zone neutre, comme une zone démilitarisée, comme son nom l'indique, entre votre réseau interne et Internet. Les DMZ vous permettent d'exposer certains serveurs au trafic Internet plutôt que l'ensemble de votre réseau interne. Donc vos deux serveurs, on aura deux autres serveurs, un autre serveur Jamf Pro et un autre serveur de fichiers, communiqueront avec les serveurs de votre réseau interne par les ports ouverts uniquement sur votre pare-feu interne. Ici, le point de distribution interne en haut à droite réplique ces paquets et ces livres électroniques au point de distribution de la DMZ et le serveur Jamf Pro de la DMZ communique avec le serveur Jamf Pro de votre réseau interne qui héberge par exemple votre base de données MySQL, à savoir la base de données de l'ensemble de vos appareils. Les appareils à domicile, du coup, communiquent uniquement avec vos serveurs qui sont dans la DMZ. Et au fait, beaucoup de ces ports que j'utilise sont simplement les ports par défaut, les 80, 443, 8, 443. Vous pouvez les modifier en fonction de vos besoins en matière de sécurité et des exigences de vos équipes sécurité. Voici une autre configuration, c'est l'environnement hybride d'instance sur site avec point de distribution cloud. Dans ce cas-là, on remplace le point de distribution de la DMZ par un point de distribution cloud, comme par exemple Amazon Web Services. Jamf Pro prend également en charge Rackspace, CloudFiles et Akamai. Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire cela? Pour deux raisons. Déjà, pour réduire le trafic Internet vers le réseau de votre entreprise, rappelez-vous que les paquets peuvent être très volumineux. On peut imaginer des suites comme par exemple la suite Adobe Creative Cloud qui fait plusieurs gigaoctets, et que le fait de pousser des gros paquets vers tous vos Macs peut submerger, encombrer votre point de distribution ou votre bande passante Internet de l'entreprise. Pardon. Deuxièmement, les services dans le cloud peuvent distribuer tous vos fichiers sur leur réseau, ce qui permet aux appareils de recevoir des paquets et des livres électroniques sur un serveur qui est plus proche d'eux. Alors à quoi ça ressemble-t-il? Tout d'abord, votre point de distribution interne réplique vos paquets et votre service en nuage. Vos appareils se connecteront toujours à votre serveur DMZ et Jamf Pro, mais ensuite ils installent les paquets et leurs e-books à partir de votre point de distribution dans le nuage. Donc en clair, vous répliquez vos paquets et vos documents dans le cloud. Voilà un petit peu comment ça se présente. Enfin, si vous n'utilisez pas de service cloud et que vous voulez pas mettre, peut-être que vous ne pouvez pas mettre un serveur Jamf Pro et un point de distribution dans votre DMZ, vous pouvez toujours autoriser le trafic Internet en utilisant ce qu'on appelle un VPN. Donc un VPN, ça nécessite du coup un gros serveur ou un appareil disponible sur Internet et un logiciel VPN installé sur vos appareils qui pointe, lui, vers votre serveur VPN.
Le client se connecte au serveur VPN, ce qui crée un tunnel encrypté dans votre réseau et qui reste ouvert tant que le logiciel VPN ou le protocole VPN est activé. De là, tout votre trafic Jamf Pro passe par le tunnel pour accéder directement à vos serveurs internes. Le VPN peut du coup sembler une solution idéale par rapport à l'installation de vos serveurs dans votre DMZ ou à l'utilisation du service Jamf Cloud, mais n'oubliez pas que l'utilisateur final a le contrôle de l'activation ou de l'activation du VPN. Donc du coup, s'il désactive le VPN, la gestion de ces appareils est également désactivée. C'est un vrai problème. Le VPN est vraiment la solution la moins souhaitable, mais si vous avez besoin d'une connectivité immédiate pour gérer vos appareils et que vous n'avez pas de serveur Jamf Pro externe, c'est peut-être la solution la plus rapide et la plus facile à mettre en œuvre. On va faire un petit peu un aperçu de l'ensemble. Comparons tout ce qu'on vient d'évoquer. Toutes ces solutions d'infrastructure sont sécurisées ou peuvent l'être. Le trafic entre vos appareils et votre serveur de gestion est crypté au moyen du chiffrement TLS 1.2. Pour les points de distribution que vous allez maintenir, vous devrez fournir un certificat SSL pour crypter et encrypter l'ensemble du trafic. Jamf prend en charge chacune de ces solutions d'infrastructure. On supporte tout cela. Toutefois, Jamf ne peut pas prendre en charge vos services dans le cloud, votre matériel en serveur, vos systèmes d'exploitation de serveurs, vos pare-feux et vos solutions VPN. Vous serez toujours responsable de la prise en charge de ces éléments qui, eux, ne sont pas pris en charge par Jamf. La plupart de ces solutions prennent en charge la haute disponibilité. L'infrastructure de Jamf Cloud, elle, est conçue pour être disponible à 99,9%, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ce qu'on appelle le SLA. Et si vous recherchez une mise en œuvre rapide pour soutenir vos travailleurs à domicile à court terme, Jamf Cloud ou un seul serveur Jamf Pro on-premise sur site, derrière un pare-feu ou même derrière un VPN, vous permettra de commencer à gérer vos appareils en moins d'une journée, en grosso modo. Donc, tout ce que vous pouvez faire de plus dépend de votre infrastructure et de vos besoins en matière de sécurité. Avec n'importe quelle solution d'infrastructure, Jamf peut vous permettre de démarrer en seulement un jour ou deux, une fois que vous avez conçu la topologie, l'ensemble du schéma d'architecture de votre infrastructure. N'oubliez pas que ça peut prendre un temps considérable aux décideurs, décideurs IT, aux archis, aux administrateurs de serveurs, de réseaux qui comprennent votre environnement. J'ai choisi Jamf Cloud comme étant le plus facile à entretenir et à maintenir car il comprend 30 jours de sauvegarde sécurisée dans des mises à jour automatiques dès leur sortie. De plus, il n'y a pas d'infrastructure à entretenir pour les clients. Elle comprend des serveurs haute disponibilité et une équipe dédiée pour les gérer, des certificats SSL sécurisés et un point de distribution en nuage pour les paquets d'installation. Donc, pour ces raisons, je considère également Jamf Cloud comme étant la solution d'infrastructure la plus rentable en termes de coût. Pourquoi? Parce que en dehors de mon propre parti pris, bien entendu, nous facturons le même prix d'abonnement pour les services d'hébergement Jamf Cloud que pour les services sur site. La seule chose que Jamf Cloud n'offre pas, c'est l'accès direct à votre base de données. Donc, si votre sécurité exige un contrôle complet et total de bout en bout de l'ensemble de vos données, alors une des solutions d'infrastructure automatisée répondra à vos besoins. Maintenant, passons à une fois que l'infrastructure de gestion est prête, nous devons envisager de sécuriser nos dispositifs lorsqu'ils ne sont pas sur notre réseau protégé par nos pare-feux, nos proxys et nos autres outils de sécurité. Que signifie déjà exactement protection? Nous devons nous assurer que les bonnes personnes utilisent les dispositifs. Nous allons examiner certaines options d'authentification. Nous devons également protéger les données qui sont contenues dans les dispositifs contre toute exposition ou même une perte accidentelle ou intentionnelle. Des protections de base sont déjà installées et intégrées dans le système d'exploitation macOS en lui-même, et même iOS, mais si nous ne maintenons pas ce système et nos applications à jour, nous perdons beaucoup d'avantages en matière de sécurité. Et puis, qu'est-ce qui se passe en cas de perte ou de vol d'un appareil? Ça, c'est un vrai problème. Est-ce que vous avez un plan pour aider vos utilisateurs finaux qui sont probablement, même, surtout dans le sujet actuel, très réticents à vous signaler la perte ou même le vol d'un appareil? On peut faire beaucoup de choses à cet égard. Dans de nombreuses régions dans le monde, on dit que on a cet adage, on dit que la possession vaut titre de possession, ce qui signifie que la propriété d'une chose est plus facile à conserver si quelqu'un en a la possession. Commençons donc par la propriété, puis par un compte Apple, ce qu'on appelle un compte Apple Business Manager ou un compte Apple School Manager si vous êtes une école primaire ou secondaire.
Un compte Apple Business Manager ou un compte Apple School Manager consiste à maintenir quelque chose qui est appelé la chaîne de responsabilité. Cette chaîne de responsabilité, il s'agit d'un terme décrivant le transfert documenté de la responsabilité de quelque chose d'une partie à une autre. Dans la police, par exemple, une chaîne de détention est utilisée pour s'assurer que les preuves recueillies sur une scène de crime ne sont pas transférées qu'entre des personnes faisant autorité afin de garantir qu'elles sont intactes et non altérées lors d'un éventuel procès. Seul Apple fabrique des appareils Apple et chacun d'entre eux possède un numéro de série unique. On voit deux exemples ici. Lorsqu'Apple transfère des nouveaux appareils à un revendeur pour la distribution, elle va conserver une trace des numéros de série qui ont été vendus à ce revendeur. Et à son tour, lorsque le revendeur, lui, vous vend les appareils, il conserve également les numéros de série qui vous ont été vendus et les ajoute à votre compte Apple Business Manager ou votre compte Apple School Manager si vous êtes une école. Ensuite, Apple vous permet d'y associer un serveur MDM comme Jamf Pro. Et une fois que votre serveur Jamf Pro est associé au compte, Apple reconnaîtra votre serveur comme faisant légalement autorité pour ces appareils. C'est le rôle que joue l'Apple Business Manager ou l'Apple School Manager dans la gestion de vos appareils. Si vous n'avez pas souscrit à un de ces comptes qui sont d'ailleurs gratuits, vous pouvez le faire et vous devez même le faire immédiatement. Donc voilà, de là, on contrôle la chaîne de possession de l'appareil grâce à l'inscription automatique des appareils ou l'enrôlement automatique des appareils. Pour vous, administrateurs qui peuvent être peut-être administrateurs Windows, ça équivaut également à la fonctionnalité Autopilot, pilote automatique de Windows, qui est le service d'enregistrement automatisé de Microsoft pour Windows. Avec vos appareils associés à Apple, à Jamf Pro, pardon, Apple vous permettra de contrôler l'expérience de l'assistant de configuration pour vos utilisateurs finaux. Que se passe-t-il si la personne qui tient l'appareil n'est pas un de vos employés ou de vos étudiants? Une des mesures que vous devez prendre est d'exiger une authentification de votre utilisateur final, une autorisation pour autoriser la configuration de l'appareil. Sans cette autorisation, l'appareil est en fait inutile pour quiconque et ne pourra pas accéder à votre réseau ou aux ressources de l'entreprise. Vous le ferez dans le cadre de vos inscriptions aux étapes préliminaires à Jamf Pro, l'enrôlement, que ce soit pour macOS ou iOS. Voici à quoi ressemblent les options pour iOS. Sous l'onglet général de ce qu'on appelle l'enrôlement Prestige sur votre serveur Jamf Pro, vous pouvez activer l'option Require Credentials for Enrollment, requérir une authentification pour l'enrôlement, et vous pouvez fournir un message personnalisé avec des instructions pour que vos utilisateurs finaux puissent entrer leurs identifiants Active Directory, si par exemple vous utilisez un serveur Active Directory en interne. Vous pouvez également demander et profiter d'une fonctionnalité qu'on a récemment ajoutée dans Jamf Pro qui s'appelle l'enrôlement Customization ou personnalisation de l'inscription qui permet aux utilisateurs finaux de fournir des identifiants de connexion uniques en SSO avec un fournisseur d'identité en nuage comme Azure Active Directory, Google Cloud Identity ou même Okta. Lorsque vos utilisateurs finaux utiliseront l'assistant de configuration, donc ils démarreront l'appareil pour la première fois, ils verront quelque chose de similaire à ces deux iPads qu'on voit ici sur l'écran. L'iPad de gauche demande des identifiants Active Directory, donc on voit l'interface iOS avec la possibilité de mettre un nom d'utilisateur et un mot de passe qui sont en fait le nom d'utilisateur Active Directory. Et à droite, demande des identifiants Single Sign-On, SSO, à celui que j'ai configuré, à savoir Okta. Ces deux méthodes d'authentification fonctionnent partout dans le monde et il n'est pas nécessaire que les appareils soient sur le réseau de votre entreprise. Ça fonctionne sur Internet. Donc une fois que, si on revient à notre schéma, une fois que l'utilisateur est authentifié, l'appareil est maintenant autorisé à commencer sa configuration. À ce stade, Jamf Pro installera les logiciels, configurera les comptes de courrier électronique ou tout autre élément que vous aurez indiqué une fois l'inscription terminée. Et donc du coup maintenant, il est prêt à être utilisé, c'est ce qu'on appelle l'enrôlement automatique des appareils. Vous n'êtes intervenu à aucun moment dans cette chaîne, si ce n'est que vous avez configuré et votre appareil est passé d'une étape à l'autre très rapidement. Maintenant, passons un peu à discuter de la façon de protéger les appareils après leur configuration, une fois qu'ils ont été configurés. Par défaut, macOS interdit la création d'un mot de passe hors de la boîte. Mais toute personne qui a des privilèges administrateurs peut changer ça.
Vous devez donc faire en sorte que les mots de passe soient utilisés et que les exigences en matière de mots de passe, elles soient respectées. Vous pouvez le faire de deux façons. Si votre Mac utilise un service d'authentification externe comme Active Directory ou un fournisseur d'identité de connexion unique, définissez votre politique de mot de passe à cet endroit, au niveau de l'AD ou votre fournisseur d'identité. Il n'est pas nécessaire d'utiliser Jamf Pro pour faire ça. Mais si vous avez besoin d'utiliser Jamf Pro pour faire respecter votre politique en matière de mot de passe, vous pouvez également le faire. Dans Jamf Pro, vous pouvez créer un nouveau profil de configuration et ajouter le code d'accès à la liste des données utiles. À partir de là, vous avez plusieurs options pour votre politique de mot de passe. Si les paramètres que je vous recommande. Il est évident que nous voulons exiger un code d'accès. Et sans cela, les autres paramètres sont désactivés. Mais je suggère du coup de définir la longueur minimale du code d'accès le plus élevé possible, soit 16 caractères. Vous allez me dire, mais Mathieu, mes utilisateurs, ils vont se révolter si je la fixe à ce niveau. Du coup, là, je vous réponds qu'il faut bien que des mots de passe, qu'il faut que des mots de passe qui soient plus longs et plus faciles à retenir, c'est préférable plutôt que des mots de passe qui sont plus complexes. Si vous regardez bien, en fait, je n'exige pas des majuscules ou des minuscules, des chiffres ou des symboles. Les recherches, en fait, ont montré que ce n'est pas la complexité d'un mot de passe qui le rend sûr, mais en fait, c'est sa longueur. Voici par exemple deux mots de passe. Celui du haut a une exigence de complexité de lettres et de majuscules et de minuscules, d'un symbole et d'un chiffre. Il est composé de 8 caractères et on a même rusé, on a utilisé des chiffres à la fin. Donc du coup, on pourrait même substituer la lettre A de Mathieu par un 4 par exemple. Et celle du bas, du coup, comporte 16 caractères. Tout est en minuscules et en tant que dactylographe, je peux même le rentrer aussi rapidement, j'imagine, que le mot de passe du dessus. Finalement, c'est assez naturel. En outre, c'est une phrase qui est très facile à retenir. Mon chien a des puces. Je n'ai pas besoin de la laisser sur un post-it qui serait sous mon clavier. Alors, voici pourquoi un mot de passe est plus long et plus facile à retenir et préférable à un mot de passe complexe et plus court. Si mon ordinateur est écrit, si un hacker vient et qu'il est équipé d'un système de brute force, d'un cracker de mot de passe, ça prendrait environ 9 heures pour craquer le premier mot de passe. Mais si je mets en place le deuxième mot de passe, eh bien, ça prendrait 51 millions d'années pour craquer le deuxième mot de passe. J'adore les maths. En tout cas, c'est vrai que c'est une démonstration qui montre que c'est plus sécurisé. Et puis, bien sûr, un mot de passe ne nous sert à rien si l'on ne verrouille pas les appareils. C'est pour ça que je recommande de verrouiller automatiquement les Mac après 15 minutes. Pour les personnes qui télétravaillent, on peut réduire ce délai à 5 ou 10 minutes, hein. C'est pas non plus impossible. J'aime rajouter un délai de grâce d'1 minute, ce qu'on appelle un grace period, lorsque je règle le temps de verrouillage automatique sur quelque chose de faible. Ça donne à l'utilisateur final 1 minute pour faire bouger la souris ou appuyer sur une touche lorsqu'il voit que l'écran commence à se verrouiller. Ce seul réglage, d'ailleurs, peut même nous épargner pas mal de frustration. Et enfin, pour les organisations qui sont elles-mêmes hautement sécurisées, je recommande de régler l'appareil pour qu'il s'efface après un nombre maximum de tentatives, elles, infructueuses de saisie du mot de passe. Le chiffre 11 est le plus élevé, et ça devrait être largement suffisant pour permettre plusieurs essais afin que l'utilisateur final n'appelle le service d'assistance de votre entreprise. Alors voici une autre manière de sécuriser les comptes. Par défaut, tout le monde, y compris un utilisateur standard ou même un parfait inconnu qui peut prendre un Mac et maintenir quelques touches enfoncées, commande plus R par exemple, pour le redémarrer et le réinitialiser votre mot de passe administrateur. Ça signifie que il ou elle peut prendre le contrôle total de l'ordinateur et éventuellement accéder plus facilement aux ressources de votre entreprise. Alors vous avez deux moyens d'empêcher cela. C'est assez effrayant, mais on peut quand même le prévenir. Tout d'abord, vous pouvez activer ce qu'on appelle le mot de passe EFI automatiquement et silencieusement en arrière-plan sur tous vos Macs. L'activation d'un mot de passe EFI n'interfère pas avec le démarrage de vos utilisateurs finaux et qui, eux, ne verront absolument rien de différent. Cependant, si quelqu'un tente de démarrer sur la partition de récupération de macOS pour initialiser votre mot de passe administrateur, il ou elle verra cet écran et devra fournir un mot de passe EFI. Alors, comment activer le mot de passe EFI? Jamf Pro dispose déjà d'un sous-ensemble de règles
pour réaliser cela, ce qu'on appelle un payload. Tout ce que vous avez à faire, c'est de créer une nouvelle politique et d'ajouter le mot de passe EFI. Vous pouvez ensuite définir le mot de passe comme vous le souhaitez, d'étendre à l'ensemble des Mac de votre organisation. L'inconvénient cependant, c'est que tous vos Mac recevront le même mot de passe de firmware, le même mot de passe EFI, et qu'à un moment donné, vous devrez peut-être le fournir à un de vos utilisateurs finaux pour le dépanner ou peut-être reconstruire son Mac à distance. Une fois que vous avez donné ce mot de passe, vous pouvez plus contrôler qui l'a, c'est comme un virus, tout le monde se le refile. Donc, si vous avez besoin d'une meilleure sécurité, je vous conseille d'utiliser un script qui, lui, va générer au hasard un mot de passe EFI et le place dans Jamf Pro comme attribut d'extension. J'ai ici un script d'attributs d'extension. Vous n'avez pas besoin de les personnaliser avec vos propres informations. Il suffit de les ajouter, lui, à Jamf Pro, de créer un groupe intelligent à partir de l'attribut d'extension et de l'étendre à une politique, une règle qui exécutera, elle, ce script. Je mettrai le lien vers ce script également dans les ressources à la fin de ce webinaire. Alors, vous inquiétez pas besoin de le réécrire quelque part. Le script, lui, donc du coup, va générer une chaîne hexadécimale aléatoire de 8 caractères et va l'ajouter à l'enregistrement, à l'inventaire du Mac qui est sur Jamf Pro. Je l'ai placé ici dans ma liste de matériel dans la donnée attribut d'extension de Jamf Pro. On le voit juste ici. Cependant, il y a une meilleure façon de protéger votre compte administrateur contre les personnes qui démarrent macOS Recovery, qui est tout simplement d'activer FileVault. Lorsque FileVault est activé, la personne qui tente de réinitialiser votre mot de passe doit fournir le mot de passe administrateur ou fournir ce qu'on appelle une clé de récupération. Sans l'un ou l'autre de ces éléments, votre compte administrateur, lui, sera à l'abri d'une réinitialisation. Et non seulement FileVault propose, pardon, j'ai été un petit peu vite, hop, je reviens derrière. Non seulement FileVault propose et protège votre compte administrateur, mais il protège aussi toutes les données de votre Mac. Si vos travailleurs à distance traitent des informations sensibles comme des secrets d'entreprise, des données clients comme des cartes de crédit, des informations sur les dossiers des patients dans le cadre, si c'est un Mac utilisé dans les hôpitaux, ou même des informations sur vos étudiants, vous devez alors crypter ces données si jamais elles se retrouvent sur leurs ordinateurs. Je tiens à souligner qu'avant d'allumer FileVault, avant de l'activer, pardon, vous devez vous assurer que vous avez bien enregistré la clé de récupération, vous l'avez capturée. Il s'agit d'une longueur de chaîne de caractères qui permet à un informaticien, à un IT, de déverrouiller le Mac si l'utilisateur final oublie son mot de passe ou même s'il quitte votre organisation sans vous donner le mot de passe de sa session, comme ça arrive très régulièrement. Pour cela, vous devez déployer un profil de configuration avant d'activer FileVault ou même en même temps que l'activation de FileVault. Si vous avez macOS High Sierra ou 10.13 ou supérieur, vous pourrez le faire dans la section sécurité et confidentialité sur Jamf Pro sous l'onglet FileVault. C'est à cet endroit que vous pouvez également activer FileVault si vous souhaitez utiliser un profil de configuration. Pour macOS Sierra 10.12 ou les versions d'avant, vous déploierez la charge utile, la FileVault Key Redirection, définie pour rediriger automatiquement la clé de récupération vers votre serveur Jamf Pro. Donc, c'est un payload qui se trouve dans les profils de configuration de Jamf Pro. Donc, activez FileVault. Donc, une fois que vous avez activé la clé, ce qu'on appelle l'escrow ou la séquestre de la clé de secours personnel, vous êtes prêt à activer FileVault et vous pouvez le faire de différentes manières. Chaque méthode a ses propres avantages. Si vous utilisez notre solution qui s'appelle Jamf Connect avec un fournisseur d'identité en nuage comme Okta, Azure ou Nomad avec Active Directory, vous pouvez activer FileVault automatiquement dès qu'un nouvel utilisateur se connecte au Mac et cela sera complètement transparent. J'en parlerai un petit peu plus longuement dans un instant. De plus, une fois que FileVault est activé, il peut prendre quelques minutes à quelques heures pour crypter le disque. L'utilisateur final peut parfaitement redémarrer l'ordinateur ou le mettre en veille en fermant le capot de son ordinateur portable. Le cryptage, lui, reprendra exactement là où il s'est arrêté la prochaine fois que le Mac sera de nouveau actif. Il est aussi tout aussi important que d'activer le séquestre de la clé FileVault. Il faut également mettre à jour l'inventaire ou exécuter une commande de recon. Et pour cela, de cette manière-là, vous pourrez envoyer la clé à votre serveur Jamf Pro. Si vous n'avez pas encore mis à jour l'inventaire, vous ne pourrez toujours pas récupérer la clé de récupération de FileVault. Donc, il faut bien mettre à jour l'inventaire une fois que FileVault est activé.
Après la mise à jour de l'inventaire, vous trouverez du coup la clé de récupération dans la section de l'inventaire, ici, qui se trouve sous la rubrique chiffrement du disque. Est-ce que vous devriez activer le pare-feu sur vos Mac? Alors, s'ils quittent votre réseau et qui ne sont pas protégés par le pare-feu de votre réseau, bien entendu, vous devez l'activer. Vous pouvez le faire en utilisant un profil de configuration pour vos ordinateurs avec le même payload de sécurité et de confidentialité que pour celle utilisée pour la clé de récupération, récupération de la clé de FileVault. Pour ça, il vous suffit de l'activer, puis de choisir l'option compte. Donc voilà, on l'active ici. Voilà. Puis activer l'option contrôler les connexions entrantes pour des applications spécifiques. Vous cochez cela. Et n'oubliez pas que le but d'un pare-feu, c'est d'empêcher les connexions entrantes qui sont non désirées. Il n'empêche pas les logiciels installés et signés comme Microsoft Auto Update ou Zoom d'atteindre les serveurs et de télécharger des fichiers ou d'établir des connexions. Même AirDrop fonctionnera absolument parfaitement. Enfin, ce que je vous suggère également, c'est d'activer ce qu'on appelle le mode stealth. C'est particulièrement pratique pour les travailleurs à domicile qui peuvent choisir de se rendre dans un café local pour travailler pendant un certain temps et utiliser un réseau public. On peut également appeler le mode furtif, qui empêche quelqu'un d'autre sur le même réseau de scanner les ports ouverts de l'ordinateur et de rechercher des vulnérabilités. Le Mac ne répondra lui tout simplement pas. Alors, est-ce que vous devriez activer votre pare-feu, bien entendu, mais on a également la partie sauvegarde. Donc, sauvegarde, c'est très important. Vous pouvez voilà, également vous appuyer sur un ensemble de solutions, par exemple des solutions qui seraient basées sur le cloud pour sauvegarder l'ensemble des données qui sont sur votre Mac. Vous pouvez également vous baser sur des solutions locales sans fil ou une connexion à distance, par exemple l'utilisation d'un NAS ou l'utilisation d'une Time Machine sur Mac. Alors, une solution cloud, elle est idéale parce qu'elle permet de transférer des données hors site vers une infrastructure de serveur qui est maintenue. Si vous avez absolument rien en place en termes de solution de sauvegarde en cloud, vous pouvez prendre en charge, par exemple, l'utilisation d'iCloud, où chaque Apple ID est livré avec 5 gigaoctets de stockage. Alors, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà mieux que rien et c'est intégré directement avec macOS et iOS. Pour un petit coût modique, par contre, vous pouvez toujours acheter plus de stockage. On peut aller jusqu'à 2 téraoctets, c'est quand même énorme, pour 10 dollars, 10 euros par mois. Il suffit de demander à vos utilisateurs finaux de l'activer. C'est pas quelque chose, par contre, si vous activez iCloud, que vous pouvez gérer avec Jamf Pro. Voilà. Les services de partage cloud comme Dropbox et Microsoft OneDrive constituent également de bonnes solutions de pseudo-sauvegarde, car peut-être que vous les utilisez déjà de vous-même ou peut-être que vous les utilisez déjà dans votre entreprise. La plupart d'entre eux proposent des tarifs qui sont de niveau professionnel, une gestion centralisée, une prise en charge multiplateforme pour l'ensemble des OS, multi-dispositifs et un système de gestion des différentes versions des fichiers qui sont stockés sur ces plateformes. Vous pouvez récupérer les différentes versions pendant 180 jours avec Dropbox et 30 jours avec OneDrive. Si vous avez besoin de mettre en œuvre une solution rapidement, je vous conseille de consulter une solution de partage de fichiers dans le nuage. Certaines solutions, elles, sont conçues spécifiquement pour ce qu'on appelle la sauvegarde, donc l'ensemble des données qui sont sur votre Mac. Donc il y en a plusieurs, il y a Backblaze, Carbonite ou CrashPlan qui sont les 3 plus populaires avec un support multiplateforme, mais seul Backblaze offre un client mobile. Carbonite et CrashPlan ont cessé leur client mobile. Enfin, pour une solution locale, vous pouvez également utiliser Time Machine, qui est très solide. Ça fait plus d'une 10-12 années à peu près qu'il existe. C'est une solution de sauvegarde la plus rapide que vous puissiez mettre en œuvre, car elle sauvegarde par USB ou par Thunderbolt, par USB-C 3. USB-C ou USB 3, pardon, au lieu d'une connexion à Internet. Elle est facile à mettre en place, il suffit de brancher un disque dur externe si celui est vide. Si celui-ci est vide, Time Machine vous proposera de l'utiliser. Voilà, la plupart des utilisateurs finaux peuvent eux le faire eux-mêmes directement. Il suffit de leur fournir un disque dur externe qui est généralement assez peu coûteux. Vous pouvez ensuite dresser
courte liste de lecteurs de disques que vous recommandez, puis vous laissez vos utilisateurs finaux choisir, recommander en ligne sur Amazon ou autre, ou acheter en gros l'ensemble de ces disques et les expédier chez eux. Et cette manière-là, ça vous fait une façon de faire un backup assez rapide. Passons maintenant à la partie système d'exploitation. Alors avant tout, la meilleure protection que vous puissiez offrir à vos employés qui sont à distance, c'est simplement de maintenir vos appareils à jour. La meilleure chose que vous puissiez faire pour vos Mac, c'est d'activer toutes les options qui sont ici dans le panneau de mise à jour du logiciel, mise à jour de logiciel, qui se trouve dans les préférences système de votre Mac. Les trois premières sont les plus importantes. L'activation de la vérification des mises à jour, check for updates, vérifier les mises à jour, active le système de mise à jour qui est intégré à votre Mac. Sans cela, votre travailleur à distance devrait vérifier manuellement tout le temps les nouvelles mises à jour d'Apple, ce qui est peu probable pour la plupart d'entre eux. Ils comprennent tout simplement pas l'importance de mettre à jour s'ils ont d'autres choses qui peuvent les distraire directement sur leur Mac. Et donc, du coup, ils vont reporter jusqu'au calendrier grec, comme on dit, les mises à jour. Pendant que votre travailleur à distance ou travailleuse à distance utilise le Mac, il ou elle peut télécharger en silence les nouvelles mises à jour en arrière-plan et du coup les préparer. Ça va leur faire gagner du temps car ils n'ont pas à attendre que les mises à jour se fassent. Les mises à jour leur parviennent tout simplement. Voilà, donc on peut également installer les mises à jour de macOS automatiquement. Et de cette manière-là, en activant cette option, pour installer les mises à jour de macOS, c'est la partie la plus essentielle. Donc, mon point de vue, ma philosophie concernant le moment où il faut installer les mises à jour, c'est elles doivent fonctionner à un moment où les utilisateurs finaux sont, on va dire, prêts à cela. On ne devrait pas imposer les mises à jour de logiciels pendant que les utilisateurs travaillent, mais on ne devrait pas leur permettre d'avoir un contrôle total sur l'installation des mises à jour. C'est un bon compromis entre les deux, on va dire, entre le fait de permettre à vos utilisateurs de prendre un peu de temps pour faire la mise à jour, informer que les mises à jour sont disponibles avec une notification comme celle-ci qu'on voit actuellement, et leur dire qu'elles seront installées pendant la nuit. Tout ce que vos utilisateurs finaux, eux, doivent faire, c'est de laisser le Mac allumé et branché pendant la nuit et il se mettra à jour. Les mises à jour sur la partie iOS, par contre, c'est une autre affaire. Par défaut, Apple indique à l'utilisateur final qu'une mise à jour est disponible. Ça envoie une pop-up ou une petite pastille rouge qui se trouve sur l'application Réglages. En tant qu'administrateur de Jamf Pro, on n'a malheureusement pas beaucoup de contrôle sur ce point, si ce n'est retarder les mises à jour jusqu'à 90 jours. Après cela, Apple, lui, va persister après ces 90 jours à avertir vos utilisateurs d'iOS que des mises à jour sont prêtes à être installées. Si vous constatez qu'un grand nombre de vos appareils sont, eux, par contre, en retard en termes de mise à jour ou simplement inégaux, vous pouvez utiliser le bouton Action qui se trouve en bas pour envoyer une commande de mise à jour à un ou même plusieurs appareils. Lorsque vous cliquez sur ce bouton Action, vous choisissez ensuite la case d'option Envoyer des commandes à distance, Send Remote Commands, et vous cliquez sur Suivant. Notez que vous pouvez vous pouvez pas envoyer cette commande, vous pouvez envoyer uniquement à des appareils qui sont supervisés. Ça signifie que les dispositifs de type, les appareils de type iOS, les iPads, les iPhones, qui seraient en Bring Your Own Device, donc des appareils personnels de vos collaborateurs, qui ne sont pas inscrits dans Jamf Pro, ne seront pas éligibles à la commande que je vous montre. Une caractéristique importante de cette commande, c'est que vous pouvez choisir la mise à jour à installer. Si vous n'êtes pas prêt à déployer la dernière version, vous n'avez du coup pas besoin de le faire. Lorsqu'une mise à jour est prête pour vos utilisateurs finaux, ils vont recevoir une petite invitation subtile sous forme de notification de badge sur l'application paramètres, l'application réglage, pardon. Et après un certain temps, Apple affichera une notification à l'écran suggérant d'installer maintenant ou de programmer une installation ultérieure. Voilà, c'est ici sur l'application réglage. C'est pas un paramètre qu'on peut gérer, mais vos utilisateurs finaux peuvent également activer les mises à jour automatiques dans les appareils. Vous pouvez leur dire de se rendre simplement dans les réglages et d'activer les mises à jour automatiques. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe si vos appareils qui quittent votre bureau, eh bien, ils sont plus dans vos murs, et donc il y a un risque un peu plus accru, même beaucoup plus accru, d'être perdus ou même d'être volés. Vous pouvez prévoir dès maintenant la manière de réagir si ce genre de choses se produit. Apple a intégré des capacités de gestion pour vous aider à retrouver les iPads et les iPhones manquants.
mais pas encore les Mac. Il faut bien garder ça à l'esprit. Vous devriez réfléchir à la possibilité de permettre à vos utilisateurs finaux d'utiliser l'application localisée qui est fournie aujourd'hui avec la plupart des appareils Apple. On va aborder quelques points qui utilisent l'application localisée. Et enfin, n'oubliez pas que vous avez la possibilité d'envoyer des commandes à distance aux appareils pour les verrouiller ou les effacer. Lorsqu'un utilisateur final signale la perte de son iPhone ou de son iPad, il vous appelle, il vous dit j'ai perdu mon iPhone ou mon iPad. Vous devez, ou même vous pouvez activer le mode perdu dans la section gestion de l'enregistrement de l'appareil en lui-même, donc la gestion, et vous activez le mode perdu en cliquant sur ce bouton. Si lui, l'appareil, du coup, donc il le retrouve, mais si l'appareil est vraiment perdu, peut-être qu'il a été laissé dans un café, ou peut-être qu'il a été laissé dans un taxi ou un Uber, alors il est il est possible d'offrir une petite récompense pour la personne qui va le retrouver. Notez que si la formulation indique qu'il a été retrouvé et rendu, donc du coup, la récompense est soumise à la condition que vous preniez physiquement possession de l'appareil. Je vous conseille d'être prêt, d'envoyer une petite boîte d'emballage avec une étiquette de retour en utilisant un service d'expédition accéléré comme FedEx, UPS, DHL ou d'autres. Donc là, quand l'appareil est en mode perdu, il affiche le message que vous avez défini dans Jamf Pro avec un numéro de téléphone. Jamf Pro, lui, va rendre compte de l'état perdu dans les informations d'inventaire de l'appareil sous la rubrique sécurité. Notez le dernier élément, lui qui affiche les coordonnées GPS de son emplacement approximatif. Ces coordonnées n'apparaissent que lorsque l'appareil est en mode perdu. En cliquant sur ces coordonnées, Apple Maps s'ouvrira sur votre appareil, sur votre Mac, pour montrer un emplacement sur une carte où vous pouvez les coller dans un autre service comme par exemple Google Maps. Voilà, il se trouve actuellement à Saint-Paul aux États-Unis. Demandez-vous si vous devez autoriser vos utilisateurs finaux à se connecter avec leur compte Apple ID et utiliser l'application localisée d'Apple et le service de localisation qui est associé à cela. En permettant cela, vous donnez à vos utilisateurs finaux la possibilité de se servir eux-mêmes avant de devoir contacter le service d'assistance et signaler la perte ou le vol de leur appareil. La plupart du temps, ils le trouveront probablement coincé, peut-être sous le canapé entre deux coussins. Même si votre organisation a une politique qui interdit l'utilisation d'iCloud, vous pouvez utiliser ce profil de configuration avec une payload de restriction pour interdire de manière granulaire la plupart des services iCloud, tout en autorisant ceux qui pourraient vous être utiles, comme par exemple ceux de localiser. Si vous profitez des Apple ID gérés d'entreprise, vous pouvez même contrôler l'Apple ID qui se connecte à iCloud. Donc voilà, là, l'option autoriser Find my Device, autoriser l'option localisée pour iOS 13 ou supérieur en mode supervisé est disponible ici dans les restrictions, dans les profils de configuration de Jamf Pro. En dernier recours, vous avez deux autres options. Les Mac et les appareils iOS prennent en charge des commandes de verrouillage. Vous pouvez verrouiller le Mac ou l'appareil iOS à distance. Et la commande pour les Mac redémarre en fait l'ordinateur et va activer un code d'accès au micro-logiciel que vous fournissez dans le cadre de cette commande. Vous allez utiliser la commande verrouiller l'ordinateur lorsque vous pensez qu'un Mac est simplement perdu et pourrait potentiellement vous être rendu. Donc là encore, pensez à vous faire une petite récompense pour inciter à rendre l'appareil. Vous pouvez suggérer qu'une récompense soit offerte à la personne qui retournera l'appareil. Pour garder la trace des codes de verrouillage, vous pouvez créer un attribut d'extension sur le Mac avec un champ de texte pour stocker le code jusqu'au retour du Mac. Donc, il se trouve ici, de cette manière-là. Quand vous êtes prêt à déverrouiller le Mac, vous l'avez récupéré, vous allez chercher le code dans la fiche de l'inventaire de l'ordinateur et vous tapez ce code pour pouvoir déverrouiller le Mac. Bon, mais si vous pensez que la récupération d'un Mac ne sera pas possible, vous pouvez adopter l'approche ce que j'appellerais la plus spectaculaire, et envoyer une commande de suppression de l'ordinateur qui efface non seulement les données, mais aussi tout le système d'exploitation lui-même. Pour les appareils iOS, la commande effacer l'appareil n'effacera, elle, par contre, que les données de l'utilisateur. Elle n'effacera pas iOS. Même si quelqu'un doit faire l'effort, là, il se trouve ici, cette commande, et même si quelqu'un doit faire l'effort de restaurer un système d'exploitation, tant que vous utilisez l'inscription automatique de l'appareil, personne, à l'exception d'un utilisateur autorisé, ne pourra passer par l'assistant de configuration et utiliser l'appareil, si ce n'est s'ils n'ont les mots de passe d'un compte de l'entreprise, comme on l'a vu au début de ce webinaire.
Donc, il ne s'agit pas d'une liste exhaustive de tout ce que vous pouvez faire ici pour protéger les appareils hors du réseau, mais c'est certainement l'essentiel si vous vous trouvez soudainement à devoir supporter des travailleurs à distance. Jam Pro vous offre une gestion et une sécurité de bout en bout partout dans le monde pour l'ensemble de ces niveaux de protection que l'on voit ici. Alors, avec le besoin immédiat de garantir la sécurité de nos appareils et de bout en bout, on peut également commencer à chercher des moyens d'aider nos travailleurs à distance à travailler les uns avec les autres. Alors, quel est le mieux? Rassembler notre propre ensemble de solutions ou choisir de soutenir un écosystème. On va aborder quelques réflexions sur la façon dont un ensemble d'outils qu'on pourrait appeler fragmentés ou fragmentaires peut offrir une expérience artisanale, alors qu'un ensemble d'outils qui seraient eux regroupés sont faits pour travailler tous ensemble, ce qu'on appelle un écosystème. En quoi le soutien, le support aux outils de collaboration est-il différent des autres applications? On va également examiner quelques éléments à prendre en compte. Ah bon, donc on l'a vu au début de ce webinaire, on vit dans un monde d'outils modernes qui ont remplacé beaucoup de vieilles technologies qui nous maintenaient rattachés à notre bureau. Donc on retrouve notre petit schéma du début. Notre nouveau modèle où tous nos outils tournent autour de nous au lieu de tourner autour du bureau signifie qu'ils sont désormais des liens qui nous relient à nos collègues. Il ne s'agit pas seulement du téléphone, mais aussi du courrier électronique, du chat, des fichiers qui seraient dans le cloud, de la vidéoconférence. Et plusieurs fournisseurs de solutions fabriquent au moins un de ces outils et beaucoup en fabriquent plusieurs, brouillant souvent les lignes entre eux et faisant toujours mieux fonctionner leurs propres outils ensemble plutôt que de les mélanger à d'autres solutions. Ce qu'on appelle l'écosystème versus les applications. Il y a un écosystème pour tout, et il y a même une application pour tout, comme disait la publicité Apple il y a quelques années. Voici quelques réflexions sur ce que je vois quand je rends visite à plusieurs de mes clients qui auraient des solutions de collaboration. Si on passe en revue certains des principaux outils de collaboration, on verra des noms qu'on connaît tous très bien. Les trois principaux acteurs, Apple, Google et Microsoft, ont développé des suites de produits et créé des écosystèmes où leurs propres services fonctionnent très bien lorsqu'ils sont utilisés ensemble. Par exemple, je vais citer un peu vite. Par exemple, Microsoft Excel, PowerPoint et Word disposent de fonctions de sauvegarde automatique et de collaboration documentaire. Mais elles fonctionnent que si vous stockez vos fichiers sur OneDrive ou encore si vous prenez la fonction d'Apple pour la création d'emojis personnalisés. Les emojis, ils sont mignons, ils sont amusants, mais ils fonctionnent efficacement que si les personnes qui les utilisent chattent également avec un iPhone ou un iPad. Et il est juste de dire que ces trois entreprises ont ciblé les trois grands marchés que sont les entreprises, les consommateurs et l'éducation. Chacune d'entre elles se domine les uns les autres. Apple s'est fortement, elle, concentrée sur la partie consommateur et offre un support, assez peu de support multiplateforme. Google, lui, s'est fortement concentré sur l'éducation et travaille sur plusieurs plateformes et appareils. Enfin, Microsoft, lui, s'est plutôt focalisé sur l'entreprise, en particulier sur les plateformes et les appareils Microsoft et Apple. En examinant chacune de ces lignes de produits, vous constaterez qu'il n'y a pas de différence perceptible finalement dans les types de services qu'elles offrent. Ce sont leurs applications clients qui diffèrent le plus. Apple, de son côté, a choisi de développer des clients distincts pour le chat, le courrier électronique, la vidéo de groupe, FaceTime, tandis que Microsoft, lui, va combiner le chat, l'audio et la conférence avec son application Teams. Si on regarde Google, Google a investi son travail dans des services essentiellement en ligne, donc via leur navigateur Chrome, que vous devez utiliser via un navigateur sur votre Mac. Pas forcément Chrome, hein. Mais à part son application Google Drive pour les fichiers en nuage, il y a assez peu de clients, ce qu'on appelle les clients lourds à installer, ce qui signifie qu'on ne peut pas profiter de fonctionnalités comme Spotlight pour la recherche de fichiers qui sont fournis avec macOS. Dans l'ensemble, si vos besoins ne dépendent pas forcément d'un seul type de service, mais si vous avez besoin de plusieurs services, l'un d'entre eux vous conviendra probablement. Si vous avez un budget serré, l'écosystème Apple est probablement le plus logique, mais vous n'obtiendrez pas beaucoup d'informations et de services qui seraient utiles à votre entreprise. Si vous avez besoin d'un écosystème plus axé sur l'entreprise avec un support multiplateforme, Google ou Microsoft sont des meilleures options. Si vous êtes fortement dépendant de services de vérification spécifiques comme le partage de fichiers, le chat ou la téléconférence, une solution qui serait du coup plutôt dédiée peut être finalement un meilleur choix pour vous. Ces solutions excellent généralement dans un ou deux domaines clés tout en offrant une assistance de base ou aucune assistance dans d'autres domaines.
C'est pourquoi, selon vous, la plupart d'entre elles ciblent fortement les entreprises, mais les consommateurs mais moins les consommateurs ou les clients du secteur de l'éducation, si on prend le cadre de Box, Dropbox, Slack, Webex ou plus récemment Zoom qui a explosé. Box et Dropbox sont tous deux d'excellentes plateformes de stockage et de partage de transfert de fichiers, et leur puissance réside dans leur capacité à partager des fichiers à l'intérieur ou à l'extérieur des organisations. Traditionnellement, les administrateurs de réseau ont géré des serveurs avec des partages de fichiers et ils étaient les seuls à contrôler l'accès aux fichiers. Pour les nouveaux employés, ça signifierait attendre que leurs documents soient traités et que leur compte utilisateur soit ajouté au bon groupe de l'organisation. Et il pouvait souvent y avoir des centaines, même des milliers de groupes dans des grandes organisations. Avec des services comme Box ou Dropbox, on a le pouvoir de partager, on met le pouvoir de partager entre les mains des utilisateurs finaux, tout en permettant aux administrateurs de contrôler ce qui peut être partagé et même avec qui. Bien que Slack soit la plateforme de chat la plus populaire pour les entreprises et qu'elle dispose de fonctions de téléconférence, elle ne se concentre pas sur la partie téléconférence. La puissance de chacun de ces trois services, Slack, Webex et Zoom, réside dans leur intégration avec d'autres outils. Si on prend par exemple Slack, Slack offre des intégrations qui permettent de regrouper les notifications de dizaines d'autres services dans un seul et même endroit, un seul et même canal pour tout. Quant à Webex et Zoom, ils offrent des intégrations avec votre calendrier, calendrier Outlook par exemple, pour planifier et programmer des réunions, ainsi que pour gérer des salles de conférence. Donc globalement, si votre organisation n'a pas un besoin profond pour un ou deux de ces services spécifiques, alors l'un des trois écosystèmes qu'on a cités au début vous conviendra probablement parfaitement. Toutefois, si vous constatez qu'un écosystème ne répond pas à certains de vos besoins en matière de service, vous devrez envisager de le compléter par un autre service qui serait axé lui-même sur ce domaine, comme on l'a vu, Box, Dropbox, Slack, Webex ou Zoom. Passons maintenant en revue les différentes choses que vous ferez pour soutenir ces options de collaboration. Pour la plupart, ce sont des applications comme les autres. Je vais utiliser par exemple l'outil de conférence web Zoom comme l'exemple de ce que vous pouvez faire. Tout d'abord, je vais déployer Zoom auprès de mes utilisateurs et je vais le faire dès à présent. Alors voilà à quoi ressemble mon infrastructure actuelle. Je n'ai pas encore de point de distribution qui est exposé sur Internet, donc voilà, il est under construction, mais mes services réseau et mes groupes de serveurs ont déclaré que ça pourrait prendre au moins 2 semaines, le temps de mettre en place ce serveur. Bon, j'ai pas 2 semaines et j'ai pas de service de nuage comme Amazon pour servir de point de distribution. Alors qu'est-ce que je pourrais faire? C'est ici qu'un script pourrait s'avérer utile. Au lieu de télécharger l'application Zoom, l'installateur Zoom et de le placer dans des points de distribution et dire à nos Mac de le télécharger à partir de là, on pourrait plutôt leur donner des instructions pour aller directement à la source et télécharger directement l'installeur à partir de la source qui est, en l'occurrence, zoom.us. Vous trouverez dans ce lien qui est ici un script pour télécharger et installer Zoom automatiquement sur vos Mac. Là encore, je l'inclurai dans les ressources à la fin de ce webinaire. La procédure de base consiste à intégrer le script dans une politique et à cibler pas dans une politique, dans une règle, à cibler cette règle sur les Mac sur lesquels vous souhaitez avoir Zoom, à l'exclusion de ceux qui auraient déjà Zoom sur le Mac. C'est assez classique. Pour un peu plus de sécurité, j'ai même rajouté une option, une sorte de contrôle, une checksum que vous pouvez fournir avec le script. Ainsi, vous pouvez garantir que le logiciel que vos Mac téléchargent est exactement identique à celui que vous avez téléchargé et testé, ce qu'on appelle la checksum, qui permet de vérifier cela. Maintenant que nous avons installé Zoom, comment est-ce qu'on va le configurer? Comment est-ce qu'on va le gérer? On pourrait fournir de la documentation à nos utilisateurs finaux, mais ils ne pourraient peut-être pas prêter attention à quelques détails de cette documentation, ils pourraient peut-être même pas la lire, ou ils pourraient faire une faute de frappe en suivant cette documentation. Ce que je vais vous montrer ici, c'est une nouvelle fonctionnalité qu'on a introduite dans Jamf Pro 10.9 qui s'appelle apporter votre propre manifeste. Alors un manifeste, qu'est-ce que c'est? C'est un autre nom pour désigner tout simplement ce qu'on appelle une liste. Un manifeste Jamf contient lui une liste de paramètres configurables pour une application. J'ai créé un manifeste pour Zoom et vous le trouverez sur le lien juste ici, jamf.it/zoom-manifeste. Alors comment ça marche? D'abord, vous cliquer sur le lien que je vous ai donné juste avant, ou qu'on retrouvera dans les ressources à la fin, et obtenir ce manifeste qui se trouve sur GitHub. Il suffit de copier-coller le contenu de ce fichier dans votre presse-papier, donc commande C. Ensuite, dans Jamf Pro, créer un nouveau profil de configuration de l'ordinateur
et ajouter au payload application et paramètres personnalisés, donc custom settings. Ici, vous choisissez un custom schéma et comme source, vous entrez us.zoom.config comme domaine, juste ici. Ensuite, vous faites défiler le champ de schéma personnalisé et vous collez, vous cliquez donc sur schéma et vous collez le manifeste que je vous ai fourni dans votre presse-papier. Une fois que vous avez fait cela, vous cliquez sur l'onglet propriété juste en dessous. Hop, et vous faites défiler le schéma personnalisé, vous collez, voilà, ce manifeste. Maintenant, vous trouverez une liste dans Jamf Pro qui sera d'environ 50 paramètres que vous pouvez gérer pour Zoom. Il vous suffit de localiser les préférences et définir les préférences que vous souhaitez définir, passer de non configuré à configuré et définir vos options. Donc, par exemple, interdire Facebook, full screen when join, etc., etc. Il s'agit vraiment d'une toute nouvelle fonctionnalité, donc vous ne trouverez pas forcément nécessairement de manifeste pour chacune des applications que vous devez gérer, mais j'aurai un lien à la fin du webinaire qui renvoie vers une communauté qui affiche chaque jour de plus en plus de manifestes pour gérer l'ensemble de vos applications et les applications les plus populaires. Voilà. Vous trouverez voilà, à peu près une cinquantaine de paramètres que vous pourrez gérer avec Zoom. Autre problème, une fois que Zoom s'est lancé, vos utilisateurs finaux peuvent avoir des fenêtres de dialogue inattendues. On en a tous vécu. Lorsqu'une application demande l'accès à une autre application, un processus sur Mac, on a ce genre de petite fenêtre ou un tel emplacement sur les fichiers de l'ordinateur. Est-ce que je peux accéder au téléchargement? Est-ce que voilà. Tout ça, je peux le gérer grâce à un profil de configuration qu'on appelle un PPPC. De la politique de confidentialité des préférences. Toutefois, il existe 3 types de demandes qu'une application peut faire et qui sont impossibles à gérer. Il s'agit des pop-up de microphone et de caméra, comme nous le voyons ici, et des demandes de capture d'écran comme l'enregistrement de votre bureau par QuickTime. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire à propos de ces messages? Pour les demandes non gérables, vous devrez informer vos utilisateurs finaux que leur signification et du coup la façon d'y répondre. Donc, vous devrez expliquer qu'ils devront accepter et cliquer sur OK. Ces alertes ne doivent pas apparaître que la première fois qu'ils se lancent dans une application. Donc, gérable ici au niveau des documents, non gérable ici pour les microphones et pour la caméra, comme je l'ai expliqué. Lorsqu'ils cliquent sur le bouton OK ou ne pas autoriser, leur choix du coup va se répercuter sous l'onglet vie privée dans le volet sécurité et confidentialité des préférences système de votre Mac. Notez que l'icône dans le coin inférieur gauche, tout en bas à gauche, montre que ce volet des préférences est verrouillé. Ça signifie généralement que la modification des paramètres nécessite des privilèges administrateurs. Cependant, certains éléments de la liste à gauche appartiennent aux utilisateurs et sont entièrement sous leur contrôle. Ainsi, si un utilisateur clique accidentellement sur ne pas autoriser lorsqu'on lui demande d'autoriser Zoom à accéder à la caméra, il peut entrer dans ce volet et activer la caméra en cochant simplement la case située à côté de Zoom. C'est tout ce qu'il y a à faire. Pour les demandes qui seraient faciles à gérer, comme l'accès au téléchargement d'un utilisateur, vous pouvez utiliser l'application PPPC Utility de Jamf que l'on fournit. Elle est facile à utiliser. Il suffit de glisser l'application Zoom dans le champ application sur la gauche, de localiser l'élément dossier téléchargement qui se trouve juste au milieu et de choisir autoriser. Vous cliquez ensuite sur le bouton télécharger pour télécharger directement dans votre serveur Jamf Pro en tant que nouveau profil de configuration. Et ensuite, vous pourrez scoper et étendre le profil à l'ensemble de vos Macs. Voilà, ce sont là les points forts pour faciliter la collaboration entre vos utilisateurs finaux. Je suis sûr qu'ils auront des opinions sur ce qu'ils veulent utiliser et du coup, vous devriez les écouter. C'est pas à nous, en tant qu'administrateur IT, de choisir les outils pour leur permettre de travailler, mais on doit leur donner des conseils sur ce qui serait logique à suivre. Ensuite, on pourra utiliser tous ces outils, les outils qu'ils souhaitent, en utilisant Jamf Pro. Avec notre infrastructure en place, nos dispositifs qui ont été renforcés contre les menaces qui pèsent dans le monde et les outils de collaboration qui sont installés, nous pouvons enfin nous faire à l'idée que les plans de continuité existent et les plans de continuité des activités. Avec le monde qui voilà, a un véritable problème et la distance sociale qui est due au virus Covid-19, ceux d'entre nous qui peuvent travailler depuis chez eux ont la tâche ardue d'aller de l'avant, de continuer à aller de l'avant, sans avoir la certitude de ce qui va suivre malheureusement. Une grande partie de notre soutien ne va pas changer. Notre support ne va pas changer. Il y aura toujours des réinitialisations de mots de passe et des pannes de matériel.
Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer nos réponses à ces problèmes et de soutien commun? Être peut-être être proactif plutôt que réactif. Nous devons savoir comment collecter des informations sur des environnements qui, eux, seraient inconnus, comme des réseaux domestiques, et utiliser des outils permettant de surveiller des activités qui seraient inhabituelles. Qu'est-ce qu'on pourrait du coup mettre en œuvre pour nous y aider? Et enfin, peut-être un peu de psychologie appliquée à la technologie consiste et contribue largement à réduire les frictions et la douleur liées aux utilisateurs. Comment est-ce qu'on pourrait montrer notre côté humain lorsque l'on n'est pas face à face en face des utilisateurs? L'une des fonctionnalités les plus populaires de Jamf Pro s'appelle le self-service. C'est une application que vous pouvez personnaliser pour qu'elle ressemble à la vôtre, pour qu'elle ressemble à votre marque, à votre entreprise, et donne à vos utilisateurs finaux une impression finalement de familiarité. Je vais connecter l'outil de self-service que j'ai et pour lequel j'ai aidé un client à écrire son environnement, à construire son environnement, afin de rassembler des informations communes sur le. Si vous avez déjà essayé d'expliquer à un utilisateur final comment trouver une adresse IP ou de vérifier s'il communique avec Active Directory, vous apprécierez peut-être que ce script peut faire tout en aidant vos travailleurs à distance. Il leur suffit de cliquer, de leur dire d'ouvrir le self-service, de localiser la règle information de l'ordinateur et de cliquer sur exécuter. En quelques secondes, ils verront un dialogue comme celui-ci qui a beaucoup d'informations qu'ils pourront vous donner à distance. Ce panneau est également très extensible, vous pouvez le personnaliser pour ajouter par exemple TeamViewer pour une session d'assistance à distance ou pour envoyer une copie des informations par courriel au support. J'inclurai un lien vers le script pour également réaliser cette petite fenêtre de dialogue dans les ressources à la fin. Voici autre chose que vous pouvez mettre dans le self-service. Des liens vers les documents de vos employés, votre manuel des ressources humaines, votre service des ressources humaines d'ailleurs, votre portail de paye ou de prestations de santé, de mutuelles, des formulaires de commande de cartes de visite, des systèmes de billetterie ou de services d'assistance, des formulaires commerciaux, des carnets d'adresses pour les départements, tout ce que vos employés pourraient trouver utile. Et assurez-vous également de placer ces documents dans un système de partage de fichiers qui serait dans le cloud, dans le nuage, et qui ne se trouve pas sur votre réseau interne. Du coup, vous rendrez l'utilisation de ce self-service facile et intéressante. Les changements de mot de passe, eux, représentent 30 à 50% des appels au service d'assistance. Et les utilisateurs finaux qui sont hors réseau ne peuvent pas changer leur mot de passe eux-mêmes. On a un outil qui s'appelle Jamf Connect, un produit, qui résout ce problème en remplaçant la fenêtre de connexion de macOS par sa propre fenêtre. Au lieu de s'authentifier sur Active Directory, ils peuvent s'authentifier sur Okta, Azure Active Directory ou Google Cloud Identity dans n'importe quel endroit du monde. Même s'il s'agit d'un Mac qui serait tout neuf sorti de sa boîte pour un nouvel employé, Jamf Connect lui permet d'utiliser un mot de passe que vous lui avez attribué. Une fois connecté, Jamf Connect peut aider les utilisateurs finaux à changer leur mot de passe, qui peuvent alors se synchroniser à nouveau avec l'Active Directory. Ou si un technicien d'assistance réinitialise le compte dans Active Directory, il peut à nouveau se synchroniser avec le fournisseur d'identité et l'utilisateur final peut se connecter à son Mac avec le nouveau mot de passe. Du coup, ça élimine la nécessité d'avoir un serveur VPN dans votre organisation. Les mots de passe gérés ne doivent pas rester non gérés simplement parce que l'utilisateur final, lui, est à la maison. Donc, voyons comment nous pouvons être proactifs avec les Macs ne sont pas imperméables, bien entendu, aux logiciels malveillants, et en particulier ceux qui utilisent l'ingénierie sociale pour encourager l'utilisateur final à rentrer son mot de passe. Même un compte macOS standard peut être infecté, et tout ce à quoi l'utilisateur a accès, comme les fichiers dans le nuage, eux, sont vulnérables. Notre tout dernier produit de sécurité de Jamf s'appelle Jamf Protect et il a été conçu spécifiquement pour macOS. Il prend en charge la sécurité le framework de Security Endpoint d'Apple qui utilise des alertes en temps réel pour analyser l'activité sur les appareils. Il peut effectuer des audits, ce qu'on appelle les insights par rapport aux normes de sécurité du comité CIS. Il peut également bloquer ou éliminer les menaces de manière proactive sans nuire à l'expérience de l'utilisateur. Toutes ces informations sont ensuite reportées dans un tableau de bord, le tableau de bord de Jamf Protect, que vous pouvez surveiller. Si Jamf Protect est une excellente solution pour remédier aux attaques extérieures, il arrive souvent que le service d'assistance soit confronté à quelque chose de beaucoup moins sinistre qu'une menace, un virus, mais tout autant problématique. Je parle du réseau domestique, du réseau domestique de l'utilisateur final, ou plutôt de son fournisseur d'accès à Internet,
Orange, SFR, Bouygues, Free ou d'autres. J'ai un problème avec ma connexion. Alors voici un lien vers une attribut d'extension que un de mes clients m'a inspiré à écrire. Parfois, il est juste de connaître quelques détails sur le fournisseur de services Internet à domicile, le FAI. Ces informations sont collectées et stockées dans le dossier de l'ordinateur au fur et à mesure que les Mac mettent à jour leur inventaire. Vous remarquerez que ce petit script collecte non seulement le nom, mais aussi la localité du fournisseur, la géolocalisation du fournisseur d'accès à Internet que vous pouvez utiliser pour rechercher d'éventuelles pannes. Les informations qu'on recueille ne sont pas suffisamment détaillées pour permettre de localiser le domicile de l'utilisateur, et donc il ne devrait pas y avoir de problématique de confidentialité. Pour utiliser l'attribut d'extension, il suffit d'ajouter à Jamf Pro via le petit lien à nouveau que je vous mets à disposition et d'attendre que vos appareils mettent à jour leur inventaire. Vous pouvez également lancer un sudo jamfrecon, une commande dans le terminal, sur un Mac spécifique, et si vous avez besoin d'avoir l'information immédiatement, et ensuite vous la trouverez dans la fiche de l'ordinateur. Nous sommes à la fin de notre webinaire, ça a été un petit peu long, je m'en excuse, mais j'aimerais prendre une minute pour parler de cette phrase « Pensez à vos utilisateurs ». Souvenez-vous de l'être humain, c'est la première règle de la netiquette qui a été inventée par Virginia Shea en 1994 sur le comportement en ligne, et c'est plus ou moins une reformulation de la règle d'or qui est « Faites aux autres ce que vous auriez fait pour vous ». Le travail à distance va activer les gens et va affecter les gens de différentes manières, et certains ne réagiront peut-être pas aussi bien que d'autres. Votre personnel de soutien va recevoir beaucoup d'appels de personnes qui seront frustrées, et vous allez être en réunion, sans interaction, en face à face. Vous n'aurez pas la possibilité d'utiliser des expressions faciales ou même des gestes au téléphone, pas de communication non verbale. Vous n'avez que le son de votre voix et celui de votre interlocuteur. Donc, je vous mets au défi. Je vous mets au défi d'être le premier à utiliser vos outils d'assistance à distance ou de téléconférence et d'être un visage qui serait amical envers vos collègues. Allumez votre appareil photo, allumez votre webcam, pardon, s'ils n'allument pas, même s'ils n'allument pas leur webcam. Montrez-leur qui vous êtes, que vous êtes intéressé. Montrez-leur que vous êtes engagé et montrez-leur le côté humain de vous-même. Pensez aux utilisateurs. Ça peut vraiment faire une différence parfois, comme dit ce monsieur. Voilà, les événements mondiaux peuvent bouleverser notre routine quotidienne ce qui nous est familier, mais tant que nous avons des gens à soutenir, c'est du business as usual, c'est même du business as unusual. Cette partie de notre travail ne change pas, mais nous devrons peut-être élargir notre champ d'action pour suivre le rythme des choses qui, eux, changent autour de nous. Pensez aux utilisateurs.